pour ceux qui en font. Plus d'efforts. Plus de d'obus, je connais plus de d'obus. Ok. Tu n'avais pas, ben c'est ça. Le problème, c'est de la table. Ça, Oujda, c'est le même problème quand mes amis de Oujda m'ont appelé, ils m'ont dit que le souci, c'est qu'ils n'avaient pas de table. Donc, bien sûr, on fait avec ce qu'on a. Parce que moi, j'ai travaillé à Zagora, j'avais le stéthoscope. Ni ECG, ni écho. J'ai travaillé 2 ans, j'ai voulu l'écho, j'ai voulu l'ECG. Donc, je comprends très bien que ça soit pas, que ce que je vais dire peut paraître théorique si vous n'avez pas le matériel, mais n'empêche que d'emblée, ce qui est recommandé actuellement, c'est l'effort. C'est-à-dire que dans les centres européens, ils sont entre 88% et 90% d'efforts. Donc d'emblée, l'interprétation, les résultats, le niveau de risque est quand même meilleur, sans discussion avec l'effort. Pour qui est-ce qui fait de l'effort autrement? Ici, de l'éco d'effort. Ok. Donc quand même, et c'est des structures privées, publiques? Privées. Ok. On y va. Donc, quelle technique pour les gens qui n'en font pas, mais qui en prescrivent? J'aimerais que dorénavant, lorsque vous prescrivez une ICO de stress, vous spécifiez à l'avance si c'est de la d'obus ou de l'effort. Sachant qu'à moins que le patient soit amputé, tous les patients peuvent pédaler. À 90 ans, on les fait pédaler, ils pédalent très très bien, même s'ils n'ont jamais vu de bicyclette. J'ai des femmes qui savent même pas comment monter sur l'appareil d'éco d'effort, mais ils arrivent à pédaler quand même. Ça vous évite beaucoup de choses qu'on va voir ensemble. Donc, privilégier l'effort, ça va être le mot d'ordre. Idéalement, il faut qu'on soit dans une structure qui dispose des 2 techniques, idéalement dans la même salle. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'on ait à convertir. C'est très rare. Sur l'année, ça m'arrive de convertir une fois une ICO d'effort en d'obus, quand par exemple on a des patients qui ne s'accélèrent pas à l'effort. Et souvent, c'est des dysautonomies avec des insuffisances chronotropes, et même en d'obus, ça nous arrive d'aller chez ces patients-là jusqu'à 40 gamma, de ne pas pouvoir les accélérer. Allez, on essaye quand même, donc il vaut mieux, idéalement, dans la même salle, donc une grande salle, avoir à la fois la table ou la bicyclette et la table d'examen pour convertir en d'obus. De manière grossière, que ce soit en d'obus ou en effort, vous savez qu'il faut arrêter les médicaments bradycardisants. Parce que le principe, c'est qu'on va accélérer la fréquence cardiaque, stimuler l'inotropisme. Donc, on dit 2 jours, moi je vous dis 3 jours les bêta-bloquants, voire 4 jours quand la dose est importante. Parce que sur le terrain, en particulier sous bisoprolol, les patients entre 5 et 10 mg ont beaucoup de mal à s'accélérer si vous arrêtez uniquement 2 à 3 jours. Donc, quelle est la théorie? Et moi, je vais vous donner à chaque fois les aspects un petit peu pratiques et un peu d'astuces. Les autres bradycardisants, c'est pas dit dans les livres, mais si vous avez de l'ivabradine, de l'amiodarone, vous arrêtez 5 jours. Un malade sous ivabradine, il va pas du tout s'accélérer si vous arrêtez 48 heures. C'est pas suffisant. Et jamais vous n'acceptez de faire une d'obus ou là un effort avant qu'il y ait une écho de base. À moins que ce soit votre patient, qu'il n'ait pas les moyens, vous faites un flash. Notamment le flash pour éliminer les contre-indications et le RAC, bien sûr serré, mais pas que. Parce que vous avez un malade. Vous lui mettez 12 patchs pour l'électrode de l'oxygène, tu marches tous les 12 patchs. Ou la voie veineuse pour la d'obus, encore pire. Mettez-le sur la table, mettez-le à kinésie. Vous avez comme recherche d'ischémie. À kinésie, il va aller à la cour. Donc, Damon, une écho de base. Pour ne pas perdre votre temps, le matériel et tout ce que vous voulez. Et ça arrive régulièrement. Quand l'infirmière installe le malade énergique, finalement, on annule l'examen. Tenue confortable, en effort, ça va être basket, espadrille pour à l'avance. Et ça, c'est toute une organisation. Ça vous fait perdre du temps. Les patients nous demandent s'ils doivent être à jeun. Au contraire, ils doivent manger complètement normalement, parce qu'ils vont faire un effort. La durée de l'examen, c'est environ 20-25 minutes, mais en dehors de la récupération, qui va dépendre, bien sûr, de chaque patient. Les principes et les indications. Donc, vous savez que la plupart du temps, ça va être une recherche d'ischémie. Parce que actuellement, pour la viabilité, on a quand même l'IRM de viabilité qui a pris beaucoup de place. Mais, c'est, je pense, une part importante, on peut aussi faire des tests d'effort, donc uniquement effort et pas d'obus, pour détecter une dysfonction diastolique et donc rentrer dans le cadre du diagnostic de l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Et depuis qu'on a un traitement de l'insuffisance cardiaque à effet préservé, je pense que c'est une indication qui est très intéressante. D'autant plus que pour faire le test diastolique, on va faire pédaler le patient juste uniquement au premier, maximum deuxième palier. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on aura déjà un diagnostic et savoir si on a une dysfonction diastolique. Donc pour moi, ça reste une indication très intéressante. Les valvulaires, donc l'écho d'effort est sorti des recommandations,
mais ça nous arrive encore de les faire. Par exemple, RM serré qui se dit asymptomatique. On le fait pédaler, il élève ses PAPS, on a une preuve que c'est un patient qui est faussement asymptomatique. Alors, on dit qu'on peut faire l'épreuve d'effort pour ça, mais on a eu des patients chez qui on peut à la fois donc trouver les symptômes, les PAPS, voir comment le VG se comporte au pic. Donc, ça nous arrive, pas souvent, mais de le faire encore. Maintenant, je me reconcentre sur l'essentiel des indications, c'est-à-dire les tests d'ischémie. Donc, le principe, c'est qu'il y a un stress physique ou pharmaco et qu'on va comparer la cinétique au repos et au moment du pic. D'accord? Les indications, ça va être quoi? Ça va être souvent la suspicion d'un syndrome coronaire, et on va voir comment. Et en même temps, le fait de, par exemple, connaître déjà qu'il y ait une lésion qui est intermédiaire, et on veut voir si c'est un retentissement fonctionnel. Notamment quand ils dilatent une lésion, qu'ils nous disent, bon, j'ai une IV à 70, au bout de quelques mois, au lieu de la faire, et maintenant de plus en plus la CNOPS va l'exiger, on va demander un test d'effort pour voir si cette IVA est réellement fait parler d'elle ou pas. Donc, au final, on ne va pas détecter directement l'ischémie, mais son impact sur la contractilité. D'accord? C'est un petit peu, alors, je crois qu'il faut baisser un peu la lumière. Les troubles de la cinétique, il faut baisser la lumière, si c'est possible, comme ça, ouais, ça va pour eux. Et ça vous donne pas envie de dormir? Bon, bah, si je dors pas, ça va. Moi, ça me donne pas mal envie de dormir. Donc, je le redis, théoriquement, arrêt des bêta-bloquants 48 heures, moi, je vous dis 3 jours. Donc, l'effort, ça va être sur un cyclo-ergomètre. Donc, les appareils varient, il y a des bicyclettes, il y a des tables d'effort, je vais vous montrer des photos. À l'étranger, ils font de la pharmaco-adénosine dipyridamol. Nous, c'est strictement dobutamine. Et l'idée, c'est que vous allez acquérir des images à l'état de base, à faible dose ou la faible effort, au pic, et en récupération. Et c'est la machine qui va générer ce quad. Alors, pourquoi on les a répartis comme ça? Parce que le plus intéressant survient au pic. Et que comme ça, vous avez la possibilité de comparer directement entre l'état basal et le pic. Donc ça, c'est le faible et ça, c'est la récup. Du coup, même visuellement, le plus intéressant, ça va être ici, entre l'état basal et le pic. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, les acquisitions, il faut que ça soit les mêmes coupes. Donc, je suis vraiment désolée pour ceux qui font déjà de l'effort, ça va être un peu rébarbatif. Mais pour ceux qui n'en font pas, je vais être obligée de citer le basique. Le basique, c'est que quand vous commencez à faire de l'effort, vous allez avoir ce qu'on appelle comparer image sur l'écran, que ce soit GE ou la Philips. Comparer l'image, ça veut dire qu'il y a à la fois l'image de base ou l'image de l'interfia. Elle est de sorte à ce qu'on ait la même coupe 4 cavités, par exemple ici. Mais je suis latéralisée, ou 5 caves, ou 4 caves. Pour pouvoir comparer des choses comparables, il faut que lors de l'acquisition, on acquiert les coupes au même niveau. D'accord? Donc, quand vous commencez, faites le comparer image. C'est vraiment quand vous devenez autonome que vous pouvez vous permettre de passer cette étape. Et donc, c'est la machine qui fait les reconstructions en quad, ce qu'on appelle les quad screen pour comparer entre base et effort. Alors, quelles sont les coupes qu'on va prendre? Donc, théoriquement, il y a des gens qui se contentent des 4, c'est-à-dire faire en basal, faible, effort, pic et repos 4 fois. C'est-à-dire la 4 caves, la 3 caves ou 2 caves, la parasternale et la petite axe. Moi, je rajoute toujours une petite axe apicale et une 2 caves. Donc, moi, j'ai 6 fois à chaque fois en basal, en faible effort ou la premier palier, puis au pic, puis au repos. Pourquoi? Parce que plus vous avez d'acquisition, plus vous pouvez, moins vous allez rater une dégradation de la cinétique. Très bien. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi la logistique? Ici, c'est un exemple à l'étranger. J'ai aussi des exemples de notre salle. Idéalement, la bicyclette ou la table, l'appareil qui est là, et ici, la table de dos. Très utile aussi, quand un patient fait un malaise, je peux vous dire que c'est pas drôle en écho d'effort parce que c'est zone. Moi, j'ai eu déjà, en 15 ans, j'ai eu un arrêt sur table d'effort pour le détacher, c'était pas drôle. Il y a les tables qu'on a actuellement dans la structure dans laquelle je travaille. On a une table qui s'incline et se couche. Donc, on peut même faire un massage dessus, c'est plus pratique. N'empêche que ici, le patient est attaché. Je sais pas si vous le voyez. C'est-à-dire, ses pieds sont attachés avec 2 sangles. Donc, s'il fait un malaise, il faut détacher thèse ou un défibrillateur شاعل ou un protocole
prévu pour le malaise, l'infirmière a arfa, باش تحطوا المريض sur la table pour le masser, pour défibriller, etc. Ça, quand vous commencez à faire de l'effort, en particulier si vous faites beaucoup d'obus, il y a des risques en obus, beaucoup plus qu'en effort physiologique. Il faut que ça soit rodé. Donc, l'infirmière a un rôle primordial. L'infirmière doit être expérimentée, l'infirmière doit être capable, parce que vous êtes branché sur votre appareil d'écho, elle doit être capable de vous dire, moi j'ai un code avec elle, elle me dit extra, pour extrasystole. Donc elle me dit extra, quand elle me dit ventriculaire, je peux arrêter la prise des images et aller voir. Votre infirmière doit être capable de vous dire qu'il y a des doublés, qu'il y a des triplés. Parce qu'au moment où vous allez faire un triplé, ça peut être un critère d'arrêt. Vous ne pouvez pas faire donc d'effort ou de stress avec une infirmière qui n'est pas expérimentée. D'accord? Ensuite, bien sûr, monitorage ECG continu. Il faut qu'il y ait une source d'oxygène, un USIC à proximité, un chariot d'urgence, un défibrillateur. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'on ne peut pas faire ça au cabinet et qu'on doit faire ça avec quelqu'un. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire ça à 18 heures alors que tous les réanimateurs sont partis de la clinique ou de l'hôpital. De préférence pas. Sinon, pour l'opérateur, une notion importante, essayez de garder le dos droit parce que sinon, on finit avec des tendinites de l'épaule et des scolioses qui sont pas terribles. Alors, pour la d'obus, en plus de ce qu'on vient de dire, pour la d'obus, vous savez bien qu'il faut donc une voie veineuse pour administrer la dobutamine. La d'obus, ça va être facile pour l'acquisition des images parce que c'est comme l'écho. Le patient est dans le décubitus latéral, il est à droite du médecin, donc ça ne nous change pas beaucoup. Il faut une SAP, une perf et une SAP, et on peut administrer la d'obus avec le protocole suivant. Alors, avant d'arriver au protocole, on va faire les contre-indications. Dans l'absolu, que ce soit stress ou d'obus, tout ce qui est événement aigu récent contre-indique de manière absolue le test. Il est clair que quand vous avez un infarctus de moins de 8 jours, quelqu'un vous demande de faire l'ischémie sur l'autre territoire, vous le faites pas. Vous attendez, vous stabilisez le patient d'abord. Si vous avez à l'état de base des triplés, des TVNS, des extrasystoles polymorphes, laissez tomber. Si vous avez une FA rapide à l'état de base, ça va de soi que ça sert à rien. Bien sûr, le rétrécissement aortique symptomatique, c'est une contre-indication absolue. L'insuffisance cardiaque, ça semble des évidences. Le thrombus. Ensuite, je passe sur le relatif pour m'arrêter sur les contre-indications spécifiques à la dobutamine, parce qu'on utilise et de la dobutamine et de l'atropine, donc il faut toujours demander au patient s'il a un adénome de prostate, s'il a un glaucome. Et pour les bêta-bloquants, voir s'il a un asthme sévère. Maintenant, il y a aussi autre chose, il y a des patients que vous n'arrivez pas à accélérer, même à l'effort ou là en d'obus, et en fait, ils mettent des gouttes de bêta-bloquants intraoculaires. Sachez qu'il y a un passage systémique et que ça peut empêcher un malade de s'accélérer. D'accord? Alors, pour l'effort, moi, je pense que cette année, sur 400 stress que j'ai fait, il y a un patient que j'ai passé en d'obus en ischémie. C'était un patient avec une prothèse du genou qui pouvait vraiment pas pédaler. Mais même les prothèses, je les fais pédaler. Et quand vous expliquez aux patients que sinon ils vont avoir une perfusion avec un produit, avec des nausées, avec les effets indésirables de la d'obus, ils coopèrent. Ils coopèrent parce qu'ils préfèrent, c'est mieux pour eux. Quel est le protocole de l'écho-dobutamine atropine? D'accord? Donc on a vu l'environnement, hein. Tout à l'heure, on a vu l'environnement. Maintenant, ce que vous allez utiliser comme médicament, donc vous allez avoir de la dobutamine. Alors, en général, on commence pas à 5 gamma. Ça, c'est un protocole qui est très large, qui est valable pour tous les types d'examens. 5 gamma, on commence avec pour la viabilité. Donc, quand on recherche de l'ischémie, on commence directement à 10 gamma. Et toutes les 2 minutes, on augmente de 10 gamma, jusqu'à un maximum de 40 gamma par minute de dobutamine. À partir de 20 gamma, donc ça, c'est-à-dire que c'est un protocole qui est actualisé. Dans l'ancien protocole, on attendait 30 gamma. Maintenant, à partir de 20 gamma, vous commencez à injecter de l'atropine à 0,25 mg en intraventriculaire, en IVD, en intraveineuse directe. Alors, il faut faire attention parce que quand vous avez des flacons à votre disposition, il y a des flacons de 0,25 et il y a des flacons de 1 mg. Donc, faites attention que vous ne soyez pas en train d'injecter 1 mg d'un coup. Vérifiez toujours avec l'infirmier. Et là, quand tu fais l'hôpital, alors des fois qu'il y a 0,25, des fois 1, l'infirmier ne fait pas attention, vous en êtes responsable. D'accord? Alors moi, je ne fais pas de dobutamine à partir de 85 ans. J'en fais pas, parce que je trouve que les effets indésirables sont trop importants. Ou alors, si j'en fais, je reste à des protocoles qui sont très soft, c'est-à-dire que je ne vais pas aller au-delà de 30 gamma.
Et à partir de 30 gamma, on demande aux patients de faire un effort isométrique, c'est-à-dire à peu près à la 7e minute. C'est quoi l'effort isométrique? C'est d'utiliser donc ce que vous avez à votre disposition, des hand grips, si vous avez juste des balles. Si vous n'avez pas, quand le malade est allongé en dos bu, moi je lui demande de donner des coups de pied. Ça marche tout aussi bien. Et là, vous savez, même les patients âgés, ils s'accélèrent beaucoup et on arrive à gagner, parce que chez le patient âgé, la FMT qui est 220 mois à l'âge, quand il a 85 ans, la FMT, elle n'est pas très loin. Il doit arriver à 130 battements par minute. Si vous êtes à 30 gamma et que vous êtes à 120, il suffit qu'il donne des coups de pied, qu'il fasse un effort isométrique quel qu'il soit, et vous arrivez à gagner les 10 battements et aller jusqu'à 130 battements par minute. Est-ce qu'il y a une possibilité que j'ai un pointeur? Un pointeur pour faire passer les slides. C'est pas très logique que je sois de l'autre côté, où il regarde je me sens trop loin de l'assistance. Chauffe, s'il te plaît. Du coup, vous avez commencé à injecter de l'atropine, maximum jusqu'à 2 mg. Et ici, à la 10e minute à peu près, oui. Oui, mais ça va être dérangeant pour la personne qui fait passer les slides, non? Tu peux venir. Alors viens là, si tu veux, viens t'asseoir à ma place. Oui, je veux bien parce que je vais avoir besoin de la souris. Non, laisse tomber parce que il faut un pointeur. Dès que j'ai un pointeur. Du coup, alors ici, il y a une différence entre nous et l'étranger, c'est qu'ils injectent directement à peu près à la 10e minute, ils injectent systématiquement des bêta-bloquants injectables. Alors nous, on le fait pas tout simplement parce que on n'a pas de bêta-bloquants injectables. Bon, on en a très peu. Donc, on les ramène de l'étranger et on les conserve précieusement parce que, moi, quand j'ai une boîte, j'en passe à mes internes qui, aux urgences, n'ont pas de bêta-bloquants et c'est plus intéressant de leur donner pour une tachycardie supraventriculaire que moi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de finir l'examen en 11 minutes, vous le finissez en 20 minutes parce que le malade, pour se ralentir, il met du temps. C'est la différence. Et puis, c'est beaucoup plus confortable de ralentir le malade à ce moment-là. Donc, autre chose. Quand les patients vous leur arrêtez le bêta-bloquant, des fois, les prescripteurs ne savent pas, ils disent d'arrêter progressivement ou dès que c'est dépassé. On peut très bien arrêter les bêta-bloquants 48 heures brutalement sans diminuer les doses. Comme on peut très bien donner les bêta-bloquants injectables, sauf si vraiment c'est un asthme sévère. D'accord? Pas si le patient était asthmatique quand il était jeune et que là, il va très bien. Très bien. Donc, est-ce que c'est bon pour le protocole d'obutamine? Oui. Alors, les acquisitions se font à chaque palier. Donc, en principe, quand je vais démarrer, j'ai l'ECG de repos. À chaque palier, j'imprime un ECG, mais j'ai le scope en continu. Et je surveille mon VG en continu, mais j'acquiers à faible dose, c'est-à-dire à peu près quand je dépasse 10% de la FMT, j'acquiers au pic, c'est-à-dire quand j'arrive à 100% de la FMT en dos bu, parce qu'en dos bu, il faut arriver à 100% de la FMT, pas comme à l'effort. Parce que la dos bu est moins sensible que l'échocardiographie d'effort. On va voir pourquoi. Donc en dos bu, vous pouvez pas vous arrêter à 85%, c'est un test sous-maximal. Pour la viabilité, là on a vu ce qu'il en était pour le test d'ischémie. Pour la viabilité, c'est beaucoup plus simple. Le but, c'est d'avoir plus 10% de la fréquence cardiaque de base. Ça veut dire le malade, battements par minute, j'ai juste besoin d'arriver à 80 pour parler de comparaison d'image et de viabilité. Pourquoi? Parce que si je dépasse ces 10% de la fréquence cardiaque de base, eh bien, je vais arriver à des seuils d'ischémie. Je vais dépasser les seuils de viabilité. Et pour obtenir ces seuils de 10% de la fréquence cardiaque de base, en général, je n'ai pas besoin de dépasser 20 gamma au maximum. Moi, en général, c'est autour de 10 gamma, vous avez déjà 10 battements de plus. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que la viabilité, vous refusez de la faire la première semaine de l'infarctus. Le malade est sujet à des troubles du rythme qui sont importants. Vous allez lui arrêter des bêta-bloquants pour faire le test. Et là, c'est pas drôle parce que le malade est en plein post-IDM avec tout ce que ça sous-entend. Donc, dans la littérature, il dit 8 jours. Mais si vous venez de commencer, vous le faites au bout de 15 jours. Pour ne pas avoir d'effet indésirable. Maintenant, pour les phares, je vous ai mis des vidéos comme ça, vous êtes un petit peu donc au jus. Électrode, donc comme pour un ECG normal, sauf qu'on décale un petit peu, d'accord, pour pouvoir travailler, parce que c'est ici la zone où on va prendre des acquisitions, ici et là, d'accord. Donc on décale un petit peu. Donc pour interpréter vos résultats ECG, sachez que les électrodes apicales sont décalées. Et comme pour l'écho d'obus, surveillance au scope tout le temps.
L'avantage, c'est qu'ici, on n'a pas de voie veineuse. Vous voyez que le patient est assis complètement à plat dos. Il ne faut pas le latéraliser. Avant, on va latéraliser le malade, ça le perturbe beaucoup pour pédaler. Il faut apprendre à travailler à droite du malade, travailler avec la main gauche. Et moi, j'ai une astuce pour vous. Quand vous commencez, vous travaillez avec les deux mains. En fait, quand on commence, c'est très compliqué. Leïla, tu n'as pas de pointeur. Leïla, tu n'as pas réussi à me débrouiller un pointeur. Ou un pointeur normal. Quand vous commencez, en fait, la gauche est difficile si vous n'avez pas l'habitude. D'accord? Mais en fait, il suffit de tenir avec les deux mains pour pouvoir maîtriser la sonde. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez le faire. N'essayez pas de latéraliser le malade. Même si vous avez une imagerie au repos qui n'est pas terrible, quand le malade va commencer à respirer avec l'effort, l'hyperventilation va faire que l'imagerie va s'améliorer. Donc là, un exemple d'un patient qui est en train de pédaler, et vous voyez qu'en face de lui, il a un écran, d'accord? Et cet écran-là, en fait, c'est la vitesse, c'est les tours, c'est le nombre de tours par minute. Et il doit être au moins à 50 tours par minute. Alors, quand ils sont âgés, je les embête pas. S'ils sont à 45, 50, c'est bon. Quand ils sont jeunes, il vaut mieux qu'ils soient autour de 60 tours par minute. Sachant qu'à l'effort, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une résistance qui va augmenter par watts. D'accord? En fait, c'est au départ, on a 25 watts, à peu près, en fonction des protocoles. Et ensuite, chaque 2 minutes, il va y avoir une résistance qui va augmenter, qui va forcer donc le patient à fournir plus d'efforts et qui va accélérer la fréquence cardiaque. D'accord? Donc, voici à peu près comment ça se passe. Vous avez l'infirmière qui monitore la pression artérielle. Vous avez l'écran d'ECG qui est là, à la droite du médecin, qui peut jeter un moment des coups d'œil, mais avec lequel l'infirmière doit être tout le temps très vigilante. Et vous avez le médecin qui prend en continu l'acquisition échographique du ventricule gauche. En continu, même si on n'acquiert que chaque palier. Mais vous surveillez en continu. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir donc voir des anomalies avant que vous acquérez le palier. D'accord? Vous allez être plus, surtout quand vous commencez, vous ne quittez pas le VG des yeux. C'est comme ça que vous allez le voir, que vous allez détecter les anomalies en cours de route. C'est pas à la fin, quand vous faites les quads, que vous allez comparer. La comparaison, elle conforte. La comparaison permet aussi d'avoir un autre regard. Si un collègue veut vous aider à regarder. Mais vous devez acquérir en permanence. D'accord? Quel est le protocole de l'écho d'effort? Donc, je vous ai dit qu'il y avait des résistances qui vont augmenter à chaque palier. Nous, on a pris les acquisitions, d'accord? Donc, au final, on va avoir ça. On a pris des acquisitions tout le temps, dans toutes les coupes dont on a parlé tout à l'heure, en 4 caves, en 3 caves, en deux cavités, en parasternal, petit axe, long axe. Et moi, je fais une petite axe apicale pour pas rater les troubles du rythme apicaux. Et au final, l'appareil me permet de comparer donc mes images au repos, au faible effort, au pic et en récupération. D'accord? Alors, le protocole standard, c'est, en fonction des équipes, c'est démarrage entre 25 et 30 watts et ensuite, vous augmentez par palier de 25 watts toutes les 2 à 3 minutes. Ça, c'est le standard. Ensuite, quand vous avez un patient âgé qui va avoir du mal à supporter la différence de passer de 25 en 25, vous lui mettez 10 watts minute. Et les patients âgés s'adaptent très très bien, beaucoup mieux que vous ne l'auriez cru. Moi, j'ai les patients âgés en général qui vont en moyenne à 100-125 watts, jusqu'à 100-125 watts. Parfois, des jeunes n'y arrivent pas. Parce qu'il est plus difficile de passer de 25 à 25 que de 10 à 10. Et quand vous avez un sportif, lui, vous lui mettez du 25 watts, il s'ennuie. Et le sportif, l'écho d'effort, elle peut durer, si vous mettez du 25 watts par 2 minutes, ça peut durer 20 minutes. Donc, il faut y aller directement sur du 40 watts par 2 minutes chez les patients entraînés. D'accord? Est-ce que vous avez besoin? Ouais? Ok. Ben, espérons que... Et ça va pour le protocole de l'effort? Oui? Très bien. Donc maintenant, comment on arrête? Eh bien, en fait, les risques de complications sont réduits si on respecte les contre-indications. On les a vues tout à l'heure, les contre-indications. D'accord? On a vu que toutes les phases d'instabilité, le thrombus, bien sûr, quand le patient physiquement ne peut pas pédaler, bien sûr. Alors, sinon, pourquoi on va arrêter? On va arrêter soit parce qu'on est arrivé à 100% de la FMT, ça c'est évident, d'autant plus que vous avez déjà des signes. Alors, si je vous ai pas mis ici 100% de la FMT, les critères d'arrêt, pourquoi? Si le patient arrive à pédaler au-delà de 100% de la FMT, faites-le faire, laissez-le faire.
J'ai eu une patiente qui à 100% de la FMT n'avait rien, mais elle avait fait juste 75 watts. Vous savez, les patientes femmes, pour ceux qui font de l'effort, des fois, s'accélèrent très rapidement. Donc déjà, ça arrive à tout le monde pour ceux qui font de l'effort. Vous êtes à 50 watts, vous êtes déjà à 100% de la FMT. J'avais une fois posé la question à un expert, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il m'a dit c'est bon, elle vous a économisé du temps. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça veut juste dire que les gens sont désadaptés, qu'il y a des anomalies du SNA. Chez les diabétiques en particulier, ils s'accélèrent très vite, ou pas d'ailleurs. Et du coup, vous n'êtes pas très performant si vous avez atteint une charge de 50 watts. Parce que 50 watts, il suffit qu'elle porte une bassine avec les habits, qu'elle la monte, elle a déjà dépassé les 50 watts. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, continuez jusqu'à ce que le patient n'en puisse plus. Pourquoi? J'ai une patiente qui avait fait donc à 75 watts, 100% de la FMT. Je doutais un peu sur l'APEX et je me suis dit, je continue. À 120% de la FMT, elle dégrade sur 2 segments apicaux. C'était un tronc commun. D'accord? Donc, c'est des choses qui sont... Et c'est quelqu'un qui avait de l'engorge, mais qui n'a pas déclenché de l'engorge, comme c'est quelqu'un qui faisait déjà du sport en salle. Elle s'était un petit peu habituée, elle avait des collatérales. Donc, il faut essayer, tant que le patient peut, surtout si c'est accéléré vite, d'aller loin. Donc, le 100% de la FMT n'est pas une cause d'arrêt. Ce qui est par contre une cause d'arrêt absolue, c'est quand vous avez une ischémie étendue. Comme à l'épreuve d'effort, on vous dit un sous-décalage significatif sur un territoire, sur 6 dérivations. Quand vous avez une ischémie au-delà de 4-5 segments, vous êtes autorisé à arrêter. De toute façon, ce qu'on demande à l'écho d'effort, c'est d'aller dire est-ce qu'il y a donc une confortation de la suspicion de coronaropathie et c'est de nous dire si on va faire la coro ou pas. Donc, ça sert à rien de prendre des risques de troubles du rythme au-delà de 4 segments. Vous avez déjà votre réponse. Si vous commencez, si vous êtes en structure donc libérale et que vous avez des triplés, vous arrêtez. C'est pas la peine d'aller chercher des soucis, donc troubles du rythme menaçants. Et si vous avez des signes de bas débit, en particulier les diabétiques, quand ils commencent à faire des malaises, des fois même avant que vous ayez la petite anomalie, ils vous disent je me sens pas bien, écoutez le patient. Il a quelques غريز كتقول له كابر ou les infirmiers ne savent pas. Souvent les infirmiers حيت كيشوف كتقول المريض كابر ما بقاش parce que les patients راحنا pour les faire pédaler au Maroc on fait beaucoup d'astuces. تنقولوا لهم بقات غير دقيقه تيقول لك دازت دقيقه كتقول له ولا دابا حيت كنتي كتقل دونك زادك واحد دقيقه اخرى. Mais ça c'est à vous de le faire. L'infirmier comme il vous voit faire ça, il repasse après vous. المريض راه داير malaise تحت له tension, il prépare de faire un arrêt وتيقول له زيد جري لا كمل. Donc vous devez jauger, vous devez rester vigilant par rapport à ça. Vous devez dire à l'infirmière chouïa et donc surveillance de la pression artérielle quand elle chute, que le malade fait des sueurs, vous arrêtez. Alors qu'est-ce que l'arrêt? L'arrêt normalement, c'est de passer à la récupération. Parce que si on l'arrête brutalement, des fois le malade déclenche le malaise. Mais ça vous le voyez même pour l'épreuve d'effort. Vous savez que l'arrêt brutal, la récup, c'est aussi une réadaptation progressive. Vous dites au malade de tourner doucement, vous lui dites de tousser. Dès que le malade fait un peu de malaise, je lui dis de tousser. Parce que quand la tension baisse, qu'il y a une part du parasympathique, je dis au malade de tousser. Et souvent, quand je suis très dérangée, je commence à lui parler de sa famille. Parce que souvent, l'infirmière, elle sait, quand je commence à demander combien le malade a d'enfants, elle allume le défibrillateur si c'est éteint. Parce que j'essaye de le faire penser à autre chose que son malaise propre et en même temps, je vois si ça s'aggrave. Et si ça s'aggrave et qu'il est sur la table, on le met directement voir. Parce que n'oubliez pas que vous n'avez pas de perfusion. Donc, c'est très rare. Les complications à l'effort sont très, très rares. En fait, l'effort, ou la droge ou le malaise. S'il l'a fait chez vous, il allait le faire. Et en général, quand c'est de l'engort d'effort, il est l'effort, ça va aller. Donc, vous êtes moins dans les problèmes que dans la dobutamine. Par contre, dans la dobutamine, c'est quand même des FV ou des TV soutenus, 1 sur 300 examens. Et je considère que c'est pas si rare que ça. D'où le fait que je vous incite, franchement, et si vous voulez être performant, à aller vers l'écho d'effort. Si jamais ça soit positif l'examen, est-ce qu'on arrête ou bien on continue jusqu'à... Alors, c'est une très bonne question. Si l'examen se positive et que vous avez quelque chose de franc sur un territoire contigu, c'est-à-dire si tu penses avoir un petit peu de un segment de la droite ou un segment de latéral, c'est pas clair. Si tu as l'apex et segment adjacent qui se dégrade ou le malade dans la douleur, ça fait حبسنا.
Si bla ma يدير la douleur, parce que dans la cascade de l'ischémie, la dégradation à l'écho, elle précède le CG qui précède la douleur. Attention, le CG fait l'effort, ماشي بحال الدوبو. Ça vous arrive, je sais pas qui, vous êtes 4 à faire de l'effort. Le malade pédale, le CG il fait comme ça. C'est pour ça qu'on n'en tient pas beaucoup compte. Mais si le CG dial qui est parlant et que tu as 3 segments et qu'il sous-décale de manière franche en inférieur en miroir, c'est là le film. Tu arrêtes, tu vas pas jusqu'à 100% de la FMT. Alors, comme on est dans des structures hospitalières, on a qui les bon, au fait, on a l'IVA et la CX qui sont serrées, ou bien on la CX ou la l'IVA, qui déroule de choses. Donc, non, celle qui va faire parler d'elle en premier, ça va être la plus serrée. Donc, des fois, je pousse. Mais je pousse parce que je sais que j'ai un réanimateur, parce que ça fait 10 ans que je fais de l'écho d'effort ou les 15 ans. Oui, mais n'empêche, il faut pas jouer avec ça. Ischémie évidente, angor ou la signe électrique en plus, malaise, vous arrêtez. Pour le pic hypertensif, franchement, il y a un seul souci. La vidéo qu'est-ce qu'elle a la dame ici? Elle a un appareil de prise de tension. Vous avez vu? Un del manuel. Vous pensez que c'est parce que c'est amusant? Pas du tout. C'est parce que les automatiques, je sais qu'on a pour la prise de l'attention, les recommandations, bras posés sur la table pour éviter les trémulations, le malade qui dirait. Donc, des fois, le malade est parfaitement bien, elle vous dit, il a 24 de systolique. Donc là, je lui ai dit, quand on le drake rasak, qu'il dit là, quand on le reprend en manuel. 24, c'est un critère d'arrêt. Par contre, si le malade en manuel vous fait 15, 16, 17, 18, 19 et qu'il commence à avoir des céphalées importantes parce qu'il n'est pas habitué, ou là qu'il vous fait 11 de diastolique ou la 12, vous devez arrêter. Parce qu'il y a un risque d'AVC qui est extrêmement rare mais qui est là. N'essayez pas de provoquer le diable. Il y a ni la symptomatologie par rapport au pic hypertensif, il y a des gens qui sont habitués à des chiffres tensionnels très élevés. Donc, vérifiez avec un manuel si quelque chose vous semble, des fois, c'est 13 sur 9, ou bien 24. C'est trop. C'est pas cohérent. Ou là, 17, 18, 19, mais 12. Quand là, tu prends un manuel. Et 12, il est qu'un ça veut dire que ou alors, c'est juste une erreur. Et c'est souvent une erreur. D'accord? Donc, les résultats, c'est quoi? De manière globale, quand on a au repos un territoire normokinétique qui reste normal ou la hyperkinétique, c'est un test d'effort qui est normal. Quand on a un territoire normokinétique qui devient hypokinétique, akinétique, dyskinétique, et surtout, je vais rajouter qu'il ne s'épaissit pas, c'est de la dégradation, c'est de l'ischémie. Maintenant, dans le cadre de la viabilité, les 2 derniers, c'est dans le cadre de la viabilité. Dans le cadre de la viabilité, on ne fait une viabilité que quand on a un territoire akinétique, déjà. Alors, des fois, les gens se trompent. Moi, j'ai des demandes de personnes qui me disent recherche de viabilité avec le territoire qui est normaux ou légèrement hypo. Ça, il faut pas faire. S'il est hypo, c'est déjà viable, de principe. Donc, quand s'il est akinétique, qu'il reste akinétique, ben, c'est pas viable. S'il est akinétique, qu'il devient hypo, c'est viable. Vous pouvez vous aider aussi pour la viabilité de l'ITV sous-aortique. D'accord? Si l'ITV sous-aortique s'améliore de plus de 20%, en faible dose de dobutamine, parce que la viabilité, qu'elle déroule la dobutamine. La viabilité à l'effort, c'est très difficile à faire. Il faut vraiment être très expérimenté. Donc, pour la viabilité, il vaut mieux la faire à la dobutamine. Ou dès maintenant, je vous dis d'emblée, quand c'est un monotronculaire, on accepte de faire la viabilité. Quand c'est à la dobu, quand c'est un tritronculaire, on fait l'IRM. Parce que la spécificité de la dobu pour les tritronculaires n'est pas bonne. En plus, à l'IRM, je vais renseigner le chirurgien. Le territoire de la diagonale, il est complètement fibrosé. C'est pas la peine d'aller faire un pontage dessus. Donc, pour les tritronculaires, autant que possible, l'IRM va se démocratiser. Là, l'inconvénient, c'est le prix. Mais il y a des centres qui font plus de dobuviabilité. Si on peut avoir l'IRM à un prix démocratique. Du coup, tritronculaire, plutôt IRM, monotronculaire, une seule paroi, beina, échogène, dobu. Thrombus, pas de viabilité. Thrombus, vous êtes obligé d'aller à l'IRM. D'accord? Très bien. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça? Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire des exemples de viabilité. On va se concentrer sur l'ischémie et les stress diastoliques. L'ITV. Alors, l'ITV sous-aortique, vous la mesurez en dobu, donc dobu de base. Vous contourez l'ITV sous-aortique et vous la faites après 10 battements.
Si l'ITV augmente de plus de 20%, c'est un peu la réserve de flux qu'on recherche, les RAC, bas débit, bas gradient, mais ça vous renseigne aussi qu'il y a avec la réserve, si vous voulez, ça vous aide pour dire que le territoire est viable. Parce que c'est pas évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que la DOBU, en viabilité, est très exigeante. Pour qu'on voit, nous, visuellement, un territoire s'améliorer, il faut que plusieurs cellules contiguës soient viables. Et que la viabilité ne soit pas très longue. La cellule. Plus ça fait 6 mois qu'elle hiberne, plus elle va se mettre en métabolisme de base. Elle pourra pas se contracter. Elle est vivante, mais elle n'a pas la force de se contracter. Donc, quand on arrive à ce que la cellule se contracte et que nos yeux qui restent humains à la voient, c'est qu'il y a de la bonne viabilité. Donc, si vous avez un jeune de 45 ans, diabétique, monotronculaire sur l'IVA prox, je vous conseille de ne pas faire de DOBU. C'est sa chance. Emmenez-le en IRM. Vous risquez de condamner le malade, surtout si ça fait longtemps qu'il a fait son infarctus, ce sera pas viable. Et que les cellules vont hiberner. Si je vois un jeune de 45 ans mettre revascularisé sur l'IVA, on lui fait perdre du pronostic. Donc là, il vaut mieux aller vers un test plus sensible. D'accord? Ok, je pense que sur la viabilité, c'est à peu près tout. Comment? Oui? Classification de la réponse biphasique. La réponse biphasique, en fait, déjà, pour avoir une réponse biphasique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es allé jusqu'à un niveau d'ischémie. Alors que, normalement, un malade monotronculaire. Ou je dis n'importe quoi, une akinésie sur la paroi inférieure inféroseptale et un territoire de la coronaire droite. Normalement, un test de viabilité. Annonce 10 gamma, 10 battements, viable pas viable, on kharj bhali. Si maintenant on me dit, had le malade il a un infarctus inférieur ou une lésion intermédiaire de l'IVA, je vais être obligée d'aller aux doses d'ischémie pour voir si je déclenche une ischémie sur l'IVA. Parce qu'autrement, je ne vais pas 20 gamma, 30 gamma. C'est là que je peux regarder une réponse biphasique. Je dis la réponse biphasique. Mais on a 30 gamma, les doses de l'ischémie. Dès que la paroi qui s'était améliorée, qui était devenue normokinétique, elle va redevenir akinétique. Parce que je lui en demande trop. Quand elle a fonctionné chez les vivantes, elle est redevenue akinétique. C'est ça la réponse biphasique. Et quand on a cette réponse biphasique, ça veut dire que dès que les cellules, elles sont à la fois viables et ischémiques. Et ça a plus de force pour te dire que ça va récupérer. D'accord? Mais ceci dit, actuellement, quand j'ai ça, j'ai appris à faire la viabilité même à l'effort. Je me dis sur des clivages chez un malade qui a fait un infarctus il y a 1 mois sur la droite, où il y a plein de troubles du rythme sur dobutamine, surtout là quand on a 80 ans, on a l'écho d'effort, on chauffe la viabilité à l'effort, on dose l'effort et l'hiver pour l'ischémie. C'est là que fait des situations, c'est-à-dire que nous, on fait de la réponse biphasique, on a de moins en moins l'occasion de la constater parce qu'on les passe à l'effort. Ok? Ensuite, comment dire qu'un examen est positif? Dans les recommandations européennes, ils disent 2 segments adjacents. Bien sûr, du même territoire. Adjacent veut dire du même territoire. Pour les Américains, ils parlent pas d'hypokinésie sur 2 segments. Les Américains, ils ne citent pas le nombre de segments, ils citent l'épaississement, ils citent le retard de contraction et ils disent que c'est important de voir la fonction VG globale. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on retient entre les Américains et les Européens? Qu'est-ce qu'on fait en pratique? Qu'est-ce que font la majorité des gens? Ce qu'on doit voir, c'est l'épaississement. Il y a de l'asynchronisme intravégé ou le retard de contraction, vous pouvez conclure à tort à un test d'ischémie positif. Il faut vraiment voir si la paroi s'épaissit, mais qu'elle s'épaissit en retard, c'est qu'elle n'est pas ischémique. Donc, l'épaississement est supérieur à la mobilité. Ensuite, vous allez comparer entre 2 parois. Il est que l'épaississement axe une paroi et qu'elle est en même temps en retard, ça veut dire que c'est plutôt en faveur d'une ischémie. Sinon, il faut pas du tout dire un segment latéral ischémique, j'ai une ischémie sur 3 segments, واحد latéral, واحد inférieur, واحد antérieur. C'est pas valable. On parle de territoire. La conclusion du compte rendu de l'écho d'effort ou l'écho d'obus effort de stress, vous allez dire j'ai une ischémie sur 3 segments du territoire de l'IVA. Mais chez de la paroi inférieure. Ça veut rien dire. Il faut s'engager. Maintenant, il y a 2 autres facteurs qu'on va voir avec des exemples. Ça va être plus simple. C'est la bascule apicale qui nous oriente vers une ischémie sur la CX et la rotation d'IEL, un petit axe,
La rotation, vous savez, le VG, pour ceux qui font de l'effort, qui commence à faire ça. Au pic, il fait ça. Alors qu'il n'y a pas de raison. Donc la rotation, elle doit nous alerter. On va avoir du mal à conclure que c'est négatif, il faut aller regarder ce qui se passe. Alors, avant de passer aux exemples pratiques, est-ce que vous maîtrisez tous la segmentation myocardique et les territoires coronaires? Donc, on sait tous qu'il y a 17 segments. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va faire un compte rendu élégant et quelqu'un qui va faire un compte rendu normal? C'est que là, on dit segment 9, les radiologues, c'est maintenant FIRM, akinésie segment 9, absence de viabilité segment 7, on l'a dit, le DU d'IRM, ça va pas. Donc, je dois rendre le compte rendu en termes de territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'IVA, vous savez très bien l'IVA, apex et segment adjacent. La paroi antéroseptale. C'est l'IVA. D'accord? La paroi antérieure. Et je vais aller dans des finesses avec vous. La paroi antérieure, en général, c'est la diagonale. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai une ischémie juste là, et là, maintenant, ça va être, moi, je dis dans mes comptes rendus, je retrouve une ischémie sur 3 segments du territoire de l'IVA 2. Pourquoi? La paroi antérieure d'Yali n'est pas ischémique. Ça veut dire que la diagonale kharja qabl. D'accord? Sur la coro. Ici, c'est la même chose, hein, c'est la paroi antéroseptale que vous voyez en 3 caves apicales. Maintenant, on va passer à la droite. Alors, la droite, elle a toujours le basal et médian de la paroi inférieure, c'est la droite. En général, la l'IVA, la CX. Donc là, on est bien. Le basal inféroseptal, c'est la droite. La seule difficulté avec le basal inféroseptal, c'est que si vous mettez un petit peu, si un bourrelet septal, ou là, une aorte dilatée, tu ben dayman aslan hypokinétique. Donc, il y a le basal inféroseptal anormal, allez voir s'il est corrélé avec le basal inférieur. Sinon, vous n'en parlez pas. D'accord? On est tous d'accord. Le médian inféroseptal, des fois, les infarctus d'une coronaire droite proximale, ça voit, il est pris. D'ailleurs, les images, quand vous la moitié du médian akinétique, l'IVA, ou là de l'autre côté. D'accord? Et ensuite, ce qui reste, ça va être la paroi latérale. Donc, la paroi latérale, c'est basal et médian antérolatéral, et aussi basal et médian inférolatéraux. D'accord? Maintenant, ça vous est tous arrivé de voir des patients akinétiques sur le territoire de la coronaire droite, où tel basal latéral, il est akinétique. Parce que quand la droite, elle est très proximale, elle peut prendre même le basal inférolatéral. Qu'est-ce que je dois pas oublier? Faites chez les côtes les comme. شي حاجه خصكم تقولوها لي باقي ما هضرتش عليها في هذا الشيما. La pointe segment 17 من غير جوج الحاجات مهمين خصكم تقولوهم لي على لا سيغمونطاسيون. Oui, alors le rôle des piliers, oui, parce qu'on a fait ça, le DU, tu as bien raison. Alors, pour savoir, je n'y a la paroi latérale, parce que d'abord, c'est un schéma. Donc, on a regardé le DU d'IRM. Donc, la paroi latérale, comment on sait où est-ce que commence la paroi latérale? Fin qu'est-ce que c'est? Parce qu'on la paroi latérale, en petit axe, hein, parce que là, on sait que c'est la paroi latérale. Hein. En petit axe, comment on sait? La paroi latérale est délimitée par les 2 piliers. D'accord? Mais le pilier antérieur, c'est le pilier postérieur, c'est la paroi latérale. Il a virtuellement, elle est juge, avec l'antérolatérale ou l'inférolatérale. Donc, si je veux être élégante et que j'ai une ischémie qui se déclenche ici, je dis souvent, sur le territoire d'une CX, probablement marginale basse. Si j'ai ça qui se devient ischémique sans ça, je dis territoire de la CX, probablement marginale haute. Anyway, c'est pas très moyen que le CX. Maintenant, comment je vais savoir la paroi septale? Comment je sais le septum? Ici, je le vois, mais c'est l'insertion VDVG. Et donc, ce qui reste, le pilier ou l'insertion VDVG, l'insertion VDVG ou l'autre pilier, c'est la paroi antérieure ou la paroi inférieure. D'accord? Alors, les 2 choses, il y a une notion et un territoire, mais je ne l'ai pas dit. Khaoula, tu dois m'en parler. Je vais vous dire une question d'examen. Il y a 2, très bien. Donc, pardon. Alors, on a une notion très importante. Vous avez très souvent des malades
on passe à côté, fléco d'obus en particulier, mais aussi fléco d'effort, qui ont une IVA2 très serrée, ou donc comme segment hypokinétique qui se dégrade à l'effort, c'est l'apical inférieur et le septal apical. Ces deux segments sont suffisants pour qu'on conclue à une ischémie sur le territoire de l'IVA distale ou la IVA2. Donc faites très attention. Si vous ne dégagez pas assez les segments apicaux, il a tout d'un espace, vous tronquez l'apex, vous dégagez pas les segments apicaux, vous passez à côté de cette ischémie qui peut être une lésion très serrée. Et un infarctus, l'IVA2, c'est pas un infarctus simple. D'accord? La deuxième notion, ملي غنشوف انني عندي une akinésie inférieure, شنو غنمشي نشوف؟ غنقلب على الVD, الله يرضي عليك. C'est très important. Alors, on reste quand même échographiste, on n'est pas que des techniciens d'écho de stress. Donc, le patient qui a un infarctus VD, une droite étendue au VD, alors vous savez que le pronostic est complètement différent. Les traitements vont être différents. Donc, exactement. Donc, jetez un coup d'œil, mais فيها baisse, et souvent, la basale inférieure de VD qui est akinétique. Bien. Alors, voyons ça en boucle. Alors, j'aime beaucoup cette boucle parce qu'elle est assez parlante. Diel, les territoires. Donc, en jaune, que tu l'IVA. Je vous le remets, hein, parce que là, c'est plus schématique. Et ensuite, là, vous avez la paroi inférieure en bleu. Et vous voyez que là, on voit bien que la paroi inférieure, il y a en bleu aussi le VD et l'infundibulum. Hein, parasternal, alors tu fais déjà une akinésie si possible. D'accord? Et le latéral en rouge. Bien sûr, l'apex, c'est segment 17. Mais encore une fois, c'est pas grave. C'est ma douche, elle est le numéro des segments. Ok? On va bientôt passer à la pratique. Ça va pour vous? Je suis désolée de pas être devant, ça m'embête. Et où est le mouhim? Elle est ayine. Ça va? Je peux... Bon, on va voir. On va voir si j'ai besoin d'aller ailleurs. Maintenant, c'est quoi l'avantage de l'écho de stress? Parce que d'abord, il y a l'IRM de stress, il y a la scintigraphie. Donc, pourquoi l'écho de stress est intéressant? Il y a l'IRM de stress. Pourquoi c'est intéressant? D'abord, parce que ça coûte entre 1000 et 2000 dirhams. À l'hôpital, ça coûte 300 dirhams. Autant qu'une épreuve d'effort. Donc, c'est pas cher, il faut le dire, hein, on est dans un pays émergent. C'est un examen qui va devenir de plus en plus disponible parce que les gens l'ont compris. Et je trouve que les centres libéraux qui n'exploitent pas la table d'effort, ils ont tort. On rentabilise très vite la table d'effort. ما كيبقاش الخوف. هيك يتانستالا انا كايطولي sur beaucoup de centres, je les aide juste à s'installer. كندير معاهم غير اتونجي واحد 8 ans درت معاهم 8 malades. Ça fait من بعد ils sont devenus autonomes. Donc ça encourage. Donc quelqu'un qui est intelligent, qui est un manager qui a un petit peu de vision, il va alors que là début, alors tout le monde a l'appréhension. Tu كتطلع في les gamins, tu كتقول يا ربي السلامه بعد شنو تابعني etc. Donc la table d'effort, ça va devenir de plus en plus disponible. Autre chose, vous savez que c'est beaucoup plus c'est une valeur qui est localisatrice. Donc on arrive à peu près on arrive à peu près à dire quel territoire est ischémique, sauf dans un cas. Quand est-ce qu'on n'a pas une grosse valeur localisatrice en écho d'effort? Effort, stress, d'obus ou là. Les tritronculaires, oui et non. Oui et non, parce que les tritronculaires, c'est vraiment le problème de la scintigraphie. La scintigraphie, tu peux ne pas avoir de défect, justement, les tritronculaires ou derrière les connexions, mais il y a des défects là. Si tu veux, tritronculaire, je vais avoir un territoire. Il me dit, c'est l'IVA, alors que c'est un tronc. Ou là, c'est une IVA, علاش حيت انا بنت لي l'IVA هي la plus serrée, elle va se dégrader وغنحبس. Mais si j'avais continué jusqu'à 100%, peut-être que j'aurais dégradé ailleurs. Non, notre vrai problème, là où on ne doit pas parler de localisation, c'est un post-pontage. Le fait de faire un pontage, tu perturbes tout le réseau et les concordances. Donc, quand tu as un malade qui a été ponté et même qui a été dilaté sur plusieurs vaisseaux, je dis, le test d'effort retrouve une ischémie sur 3 segments. C'est le seul moment où je dis pas fine. Et je mets entre parenthèses valeur localisatrice faible après un pontage ou une revascularisation par cathé sur plusieurs vaisseaux. Sinon, sur le reste, très bonne sensibilité, spécificité. Après, c'est vrai qu'il faut une courbe d'apprentissage. Moi, j'ai des amis qui continuent à travailler en étant à gauche du malade, donc le malade à leur droite. Imaginez, ou le malade qui pédale. C'est pas, ils finissent tous comme ça. C'est pas, c'est pour l'opérateur, hein, la position. C'est pas pour le patient.
Donc, il faut juste s'y mettre. Moi, je pense que vous pouvez tous être autonomes. C'est pas quelque chose de sorcier. C'est physiologique. Maintenant, si jamais vous avez un malade anécogène, ça arrive. Il faut pas faire le test dans l'absolu si vous avez moins de 12 segments visualisés. C'est-à-dire, je dois être capable d'avoir un territoire, l'hiver, ça تكون باينة. خصني تكون باينة لي في شي بلاصة la paroi antéroceptale ou l'apex, un petit peu de paroi antérieure, فهمتي. Sinon, je fais pas. C'est vrai que le malade devient un peu plus écogène. Mais quand le malade BPCO كتحط لا sonde ما كيبان لك والو, ou le malade très obèse, c'est pas la peine. Soit il va faire un autre test d'ischémie, soit il fait la coro d'emblée si la probabilité est élevée, soit à l'étranger, ils font de l'écho-contraste d'obus. Alors, les Anglais font de l'écho-contraste d'effort. C'est complètement aberrant parce que normalement, l'effort, c'est que tu ne dois pas avoir de voix. Bon, anyway, l'écho-contraste, ça coûte 180 € le flacon par malade. Donc, il a qu'un train de dire écho d'effort, le contraste d'yalo, il me dit حاجة أخرى. Na وصلنا لثمن حاجة أخرى. Et pour la dobu, et uniquement pour la dobu, les monotronculaires ont une sensibilité qui est faible. La dobu, en fait, vous augmentez plus, vous avez une hypercontractilité à la dobu pour ceux qui ont déjà vu ça. Le VG devient une cavité virtuelle, qui tchid. Donc, si vous avez deux segments, l'apicale inférieure, l'apicale septale, ou les baqi kullu qui tchid, ma ybanulksh. C'est tout à fait normal. Ou ce qu'on voit le moins, on va le voir en dobu, c'est la CX. La CX, c'est très difficile à mettre en évidence. Par rapport aux autres techniques, vous savez que l'épreuve d'effort a été enlevée des recommandations. Qu'une classe 2 B de regard. Alors, je mets un bémol. Les recommandations sont faites en Europe. Quand on commence l'effort, là, il faut pas faire d'épreuve d'effort. Après, on travaille les agora, quand l'épreuve d'effort mziane. Donc, restons logiques. Il y a des pays africains qui ont deux cardiologues pour 30 millions d'habitants. Il faut faire l'écho d'effort. Donc, on fait avec les moyens de bord. Sachant que l'épreuve d'effort, vous savez que ça marche pas du tout chez la femme. Ça marche pas du tout dans beaucoup de situations. L'épreuve d'effort, elle est bien quand elle est négative, relativement, avec la probabilité de pré-test qui n'est pas très importante. Si vous avez une probabilité pré-test importante, il vaut mieux ne pas faire que faire l'épreuve d'effort. Sachez que, en tout cas, vous n'êtes pas concluant. Si elle est franchement positive, que le malade se décale et qu'il fait une douleur, là, vous êtes tranquille. Le reste, on est moins tranquille. Alors, la sensibilité à la dobu, elle est un peu moins intéressante qu'à l'effort. Et le coroscan, sachez qu'il a une spécificité faible. Alors, à quoi servent les chiffres, sensibilité, spécificité? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui, c'est intéressant. La probabilité pré-test affecte les résultats de l'écho d'effort ainsi que la sensibilité et la spécificité. On a pour 100 patients, maintenant, une probabilité pré-test qui est faible, 10%. C'est une population où j'ai pas beaucoup de coronarés. Ça veut dire quoi, 10%? Ça veut dire que j'ai 80 malades qui ont une coronaropathie et 10 patients qui n'ont pas de coronaropathie. Donc, si j'ai une spécificité de 90%, avec la probabilité pré-test faible, ça veut dire que 9 patients auront des faux positifs. D'accord? Parce que ma spécificité, elle est de 90%. Donc, mon taux de faux positif est pas mal. Je fais un test qui a une spécificité de 90%, je lui impose une probabilité pré-test basse. Dans les recos, ils ne recommandent pas les tests d'ischémie pour les probabilités pré-test basses. Je continue à avoir des patients jeunes qui ont une douleur atypique, à qui on demande un écho d'effort. Pour cette probabilité pré-test basse, vous savez ce qu'il faut faire normalement, quand c'est possible, un coroscan. Encore une fois, nous avons les moyens de bord. Sachez que, si vous avez des faux positifs, voyez, le coronarographiste, au fait, c'est normal. C'est obligatoire. Taïwan, ils ont les mêmes faux positifs. Par contre, quand vous avez une probabilité pré-test très élevée, typiquement le malade engorge d'efforts qui augmente de plus en plus, tabagique, diabétique, CGQS sur 3 dérivations, on peut, même avec une spécificité à 90%, rater un patient. Donc, c'est pour ça que les recommandations, quand vous avez un engorge très important, ou vous avez des critères qu'on va voir, ils demandent directement de faire la coro, ça arrive.
Donc, le résultat de l'écho d'effort, il va être pertinent pour les probabilités intermédiaires. C'est pour ça que la probabilité est importante à considérer في جيك المريض. تكون عارف راسك داك لو malade اللي hypertendu jeune avec douleur atypique picotement تقدر تغلط. 9 malades sur 10 راه غتقول c'est une ischémie ou ما عندوش. C'est comme ça. C'est les limites de l'examen. Et plus la probabilité va être intermédiaire, plus on va être pertinent. Comment on voit la probabilité pré-test? Vous savez que les dernières recommandations qui relèvent les caractéristiques de la douleur, wesh typique ou pas, ça peut rapporter jusqu'à 3 points. Les caractéristiques de la dyspnée, d'accord? Est-ce qu'elle a l'effort? Elle cède à l'arrêt de l'effort? Ça peut rapporter 2 points. Mais le nombre de facteurs de risque. D'accord? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il a tous les facteurs de risque suivants? Diabète, HTA, dyslipidémie, hérédité coronaire. Ou quand on le fameux tableau de probabilité pré-test. D'accord? Ou quand si j'ai un homme de 60 ans avec une douleur typique ou là avec une dyspnée, mais on va se retrouver avec une probabilité pré-test importante. Donc retenez avec moi. Homme âgé avec une douleur typique, avec des facteurs de risque, enfin âgé, non, autour de 60 ans, quoi. Il va avoir quand même 40% de probabilité pré-test. C'est très élevé. D'accord? Donc, je vais dire les malades. Les malades, je vais aussi voir, et c'est ça qui est intéressant, je pense, les recommandations que je donne, je vais aussi voir s'ils ont des troubles à l'ECG de repos, s'ils ont une fonction VG déjà un peu altérée, s'ils font des arythmies, s'ils sont déjà artéritiques. Vous savez que si un malade a une AOMI, il a 50% de chance d'être coronarien. Donc, ça rajoute ma probabilité pré-test. Il est à 15% dans les faibles, ou le malade, il a déjà une artérite, il est vers les 50. Et quand j'ai une probabilité pré-test plutôt entre 5 et 15%, je peux faire un score calcique. Et à mon avis, le score calcique est quand même quelque chose de sous-exploité au Maroc parce que ça coûte pas grand-chose, il n'y a pas d'injection. Le score calcique, quand un scanner thoracique normal, soit qu'on a la synchronisation à l'ECG, qu'on a le logiciel qui coûte pas très cher. Donc les radiologues normalement sont ça coûte dans les 1000 dirhams. Ou si le malade a une probabilité pré-test faible ou le cas de zéro calcification coronaire, qui est moins 5%. C'est le film. Donc ça, pour les malades qui ont une probabilité pré-test faible, avec les éléments, les HFNA, pas de facteur de risque, pas de douleur typique, je suis sûre que c'est plus que 50% de votre consultation. Si vous voulez affiner la probabilité pré-test, ou madkhlouch, ou écho d'effort, ou la épreuve, ou la hada, ou ma'ndouch, ou mchaouja, ou n'atta l'aspirine, ou n'atta le cardégique, ou n'tsennaw. Dirou-lo un score calcique, ou ghatsennaw. S'il a des calcifs coronaires, à ce moment-là, il faut aller plus loin. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez une probabilité pré-test très élevée? Vous allez direct à la couro, au-delà de 85%. C'est-à-dire un patient qui avait déjà une probabilité pré-test pas mal, ou un score calcique au-delà de 400, élevé, etc. Si vous avez des patients à très bas risque, moins de 5, vous faites rien. Vous dites c'est pas coronarien. Malade de 25 ans, la douleur complètement, quand il stresse, d'un picotement, machin, c'est normal, était normal, il a rien. On s'arrête là. Pour les autres malades, plus ça va être bas, plus de préférence faire un coroscan. Et quand c'est intermédiaire, c'est le lieu de notre topo d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'imagerie fonctionnelle et en particulier l'écho d'effort. Très bien. On avance. Est-ce que ça marche l'écho d'effort dans la vraie vie? Oui. En général, c'est un malade qui a arrêté de fumer, qui est en train de maîtriser son HTA, etc. ou dit un test d'effort négatif, tu es tranquille pour à peu près 1 an, à condition de maîtriser bien sûr ta prévention primaire. On a une excellente valeur prédictive négative, que ce soit pour les sténoses ou là les STA ou là les décès. D'accord? Ensuite, une avant-dernière plaque avant de passer aux exemples pratiques, c'est ça. Donc, comparaison entre d'obus et effort. Donc, il faut pour la d'obus aller jusqu'à 100% de la FMT. Alors qu'on peut, à 85%, être assez efficient à l'effort. L'interprétation à l'effort est plus facile parce que le VG ne se ferme pas complètement. Et là, on peut passer à côté d'un monotronculaire. On ne peut pas dire à l'écho d'obus quel est le seuil ischémique parce que c'est nous qui imposons le taux, alors que là, on peut voir le seuil ischémique parce que c'est physiologique. On peut évaluer les PAPS, les PRVG pour le test diastolique, on peut évaluer les valves, ce qu'on ne peut pas faire en d'obus. Et là, je reviens quand même sur ça, c'est très arythmogène. D'accord? Donc, effectivement, on a l'impression qu'il faut privilégier l'effort. Alors, regardez avec moi ce test. C'est un même patient qui a eu à la fois de la d'obus et de l'effort.
Est-ce que là, vous voyez quelque chose qui se dégrade? Le segment apical de la paroi antérolatérale. Ah oui, le segment apical de la paroi antérolatérale. Il s'épaissit bien. Alors, faible, comment? Faible, enfin, je dirais état de base, faible, pic. Ah ouais, le pic. Il s'épaissit. Le pic est là ou la récup est là. Il s'épaissit parfaitement. Encore une fois, là, quand faites attention à l'épaississement. واش كيبان لكم حنا نشوفوا غير هادو كيبان لكم هنا شي حاجه كي سيبيسي با septal basal. l'inféroseptal peut-être que oui on peut dire il faudrait voir l'inférieur باش نشوفوا واش en deux cas il y a la même chose. Oui, je dirais peut-être le septal basal, je suis d'accord avec toi. Alors que le même patient, il a fait une écho d'effort. Regardez, on n'a pas eu besoin d'arriver à 138. On est à 115. Le même malade, qu'est-ce que vous voyez? Les qui diront l'effort est belle sur place. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui va pas? Il y a un petit peu de... Ouais. Alors, fine. Exactement. Donc, il y a quelque chose qui vous dérange ici. Hein? Il y a quelque chose qui vous dérange ici. Et ce sorte de retard de contraction, d'accord? C'est très, très, très évocateur de l'IVA2. Donc, vous voyez que chez le même patient, vous avez une comparaison directe d'obus. Choufou, ma qui bench gars, on a fait le mouchkil. Ouais, mais regarde, tu as l'impression qu'il s'épaissit. Aucun de nous n'aurait dit que ce test, il a un problème sur l'IVA, soyons honnêtes. Le même malade, on a d'un espace l'effort, parce que je peux me permettre. Le VG me quitte complètement. Le même malade, je vois qu'ici, ça s'épaissit très bien. Et ici, il y a une dégradation de la cinétique au niveau de l'apical septal et aussi au niveau de l'apex. Donc, voilà ce que ça peut donner. Très bien. Et ce malade, vous voyez, il avait une double lésion sur l'IVA. Ok? Allez, on va aller sur l'exemple pratique. On est tout bon, ça va? Ça va? Très bien. Allez, dans tous les cas, il faut essayer d'atteindre 100%, que ce soit à l'effort ou en début. Regardez Adlmred. Hada à 86% de la FMT. D'accord? Regardez bien. Et je vais vous dire ce qui se passe à 94%. L'apex, effectivement. Ah ben, en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. Regardez. L'image latérale, elle ne change pas tellement. Hein. Regardez, non? Oui, alors elle n'a pas de tort. On va montrer un exemple. Elle n'a pas de tort. Le média antérolatéral n'est pas terrible. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est flagrant, c'est l'apical septal, avec un aspect un petit peu de rocking apical. Vous voyez qu'on est d'accord. Vous voyez que ça a tendance à faire le petit mouvement avec de bascule. Très bien. L'antérolatéral, effectivement, il devient un peu hypo. C'est une très bonne remarque et on va voir pourquoi. Par contre, regardez, ici, la paroi antérieure va très bien. D'accord? La paroi antérieure va très bien, elle s'épaissit bien. D'accord? Donc la diagonale est plutôt OK. Et ici, on ne voit pas très bien l'apical inférieur, mais on a l'impression qu'il y a quand même le mouvement de bascule, même ici. Et là, c'est flagrant, on est d'accord. Donc, si on s'était arrêté à 86%, on aurait peut-être raté ça, parce qu'ici, il a l'air de bien s'épaissir, j'ai pas de bascule. Donc, autant que possible, il faut essayer d'aller jusqu'à 100% de la FMT. Alors, autre exemple pratique. Qu'est-ce que vous pensez de cet écho d'effort? Alors, je vais vous donner juste un petit indice. Il y a plusieurs territoires. Tu vois bien, je te cache pas? Je cache à quelqu'un? Basal inféroseptal, Melo. Ouais, on se mouille. Qu'est-ce qu'il a? Il est quasiment akinétique, hein? On peut dire qu'il est akinétique, personne ne va nous en vouloir. Là, inféroseptal basal. Ou من غير. L'antérolatéral, ah non, je suis pas d'accord avec toi. Regarde le pic. Le pic latéral, ben شوف ما تقولوش l'antérolatéral apical. Je vous rappelle, non, c'est pas ça, Smaïl. Je vous rappelle qu'au niveau de le tiers apical, il y a 4 segments. Donc c'est un seul segment apical, septal. C'est le même هنا et c'est le même la parasternal. ما نقولوش l'inféroseptal apical ou l'antéroseptal apical, non. C'est le septal apical. وهذا عاوتاني c'est latéro apical. Il y a un seul segment. هادو نلفوا عليها.
Donc, هنا, il s'épaissit. Pas de problème. هنا, akinétique. Il n'y a pas de problème. هنا, il s'épaissit. Quel مشكل. هنا, comment il est, si on compare les deux? Ouais, ben, ce qui est certain, c'est le médian, tout à fait. Le médian de l'antérolatéral, il s'épaissit pas. Quel est un mouvement? Où est la différence entre l'épaississement ou le mouvement? Il bouge, mais il s'épaissit pas. وشنو واحد آخر؟ شنو ورينا شفنا قبيله وعاود كاين هنا. دايما le rocking apical doit, s'il n'y a pas de BBG, le rocking apical, ou le Schober, ou là, je veux dire que ça s'appelle le Schober, ou le retard de contraction apical septal et apical, دايما, il doit attirer votre attention. Si vous le retrouvez également au niveau de l'apical inférieur, c'est l'IVA2. S'il est isolé avec un mouvement latéral d'élevé, c'est la CX. D'accord? En tout cas, là, ce qu'on voit, d'abord, d'un petit peu flagrant. On a un signal, on va dire, au niveau de l'apex, et on a un signal franc au niveau basal inféroseptal. Donc, on est en train de douter à la fois sur donc, ce que vous avez dit, hein, hypokinésie antérolate, tardokinésie de l'apical septal et akinésie du basal inféroseptal. Donc, on doute sur quelque chose sur l'IVA, au moins moyenne, sur peut-être la CX et avec peut-être des séquelles sur le basal inférieur. Même malade, je vous la deux cavités. Yal, qu'est-ce que vous voyez en deux cavités? Alors, basal, pic, ada faible et fort ou ada récup. Exactement, voire peut-être même moitié médian, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez? Dès que le segment médian inférieur, ou la paroi inférieure. Mais en tout cas, ici, normalement, parce qu'il y a le pilier qui gêne, hein, alors même le médian est akinétique, par l'apical. D'accord? En tout cas, là, on a une akinésie franche, voire c'est un peu anévrisamal, comme on dit les collègues. Qu'est-ce que vous notez sur la deux caves de base? Peu écogène. Parfaitement. Donc, c'est l'exemple d'un malade léger, des coupes, je visualise, mais pas bien. Ils vont s'améliorer par hyperventilation. C'est pas les cas de malade qui vont dire rouge. D'accord? Alors, probablement, je pense qu'il y avait déjà une akinésie, mais quand tu c'est pas une dégradation, c'est pas la tête d'une dégradation. Regardez exactement, regardez, tout à fait. Vous avez un aspect hyperécogène, dial la séquelle. Donc là, j'ai le même aspect qui est indiqué le basal inféroseptal. D'accord? Le basal inféroseptal pour corréler, c'est le chauffage le basal inférieur, c'est pareil. D'accord? Et on a aussi, le petit rocking de l'apex, mais qui est l'apical inférieur. Et au fait, donc, on a une akinésie du basal, est-ce que c'était déjà au repos? Et on a une akinésie un petit peu du médian aussi au pic. Donc, ce qu'on sait, et ce qui... voilà, encore la même chose chez ce patient. On voyait pas bien les segments apicaux, et donc chez ce malade, la parasternale était assez contributive, parce que normalement, la parasternale, mais qui bénèche l'apex, vous venez bien l'apex, et qu'est-ce qu'il montre? شوفوا هنا في البيك. Voilà, ce retard de contraction apicale septale et aussi de l'apex. Regardez, ils ont tendance à se fermer en s'épaississant, ou ils basculent. On est d'accord. Et donc, à la coro de ce malade, donc là, vous avez la rotation apicale au pic, et à la coro, c'est une sténose de l'IVA avec une droite occluse. Donc, ça correspondait avec notre séquelle inférieure et avec notre rotation, et il n'avait pas de CX. Donc, la paroi antérolatérale, peut-être que c'était visuel, ou là, que la droite était un peu étendue, ou là, peu importe. Mais en tout cas, c'était une IVA qui était sténosée, comment? L'IVA qui était moyenne. D'ailleurs, si tu avais remarqué, la paroi antérieure, elle s'épaississait bien. Je dis, elle s'épaississait plutôt pas mal. En tout cas, pas mal. On va pas dire parfaitement. Très bien. Maintenant, les pièges. Je vous montre les pièges sur le plan technique. Qu'est-ce que vous voyez sur cet examen? C'est une deux cavités, donc chez un patient. C'est pas la même chose. Oui, mais qu'est-ce que vous conclurez? D'abord, vous devez interpréter à l'examen. Je conclus quoi? Ouais, mais des fois, quand tu le VG en continu et tu peux te retrouver avec ça. Qu'est-ce qu'il faut éviter de dire? Ou qu'est-ce qu'on a envie de dire? On peut le dire après dire que c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un retard ici du basal inférieur.
On a deux cavités. Effectivement, ça pourrait être ça. Mais ici, on voit bien. C'était vraiment un problème de coupe qui était supraapical. Il fallait descendre d'un espace parce qu'en fait, là, on a un petit peu les trois segments, on les a un petit peu de deux segments, si tu veux. Alors qu'ici, on voit bien qu'on est plus bas. Exactement, que ça bouge et ça s'épaissit. Donc, au fait, là, c'est juste le fait de devoir descendre d'un espace. D'accord? Ne pas conclure sur ça. Si même à l'écho de base, les résidents, quand ils commencent, ils me disent ici hypokinésie du basal inférieur. Très fréquent. Un espace pour que ça s'épaississe suffisamment et que tu le vois. Et en plus, toujours, on a dit tout à l'heure, on a deux segments contigus. On peut pas dire on a une ischémie du basal inférieur. Ah non, ça suffit pas, parce que si tu as une droite qui est serrée, elle va pas ischémier juste un segment. C'est pas logique. D'accord? Alors. Le fait que ça soit pas deux cavités strictes, ça veut dire qu'on voit un bout de oui, on voit un bout du VD, ça veut dire qu'on est aussi en inféroseptal. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être un bourrelet qui me gêne. Tu vois? Donc, en fait, tu avais raison dès le départ. Cette coupe n'est pas valide pour juger. Mais juste dire qu'on peut fabriquer de l'hypokinésie si on ne se place pas au bon endroit. OK? Cas du BBG. Alors, cas du BBG, avec le BBG ou les pics hypertensifs ou les femmes. Hadou, quand vous allez commencer l'effort, ils font partie des 9 patients sur 90 qui sont faux positifs. Les femmes, كلهم كيديروا هذا l'aspect هذا. هذا le ressaut apical septal. هذا c'est de la synchronisme. هذا de la synchronisme ici, on sait que c'est lié au BBG. D'accord? Et quand il y a un pic hypertensif en même temps que la synchronisme, ils vont vous faire la même chose. Ou bien sûr, ce qui dit le malade, qui dit le pic hypertensif, il dit le bloc pneu. Donc, qu'est-ce qu'on dit l'ischémie? Mais en fait, non. Et ou bien sûr, ou qui négativait les ondes en latéral. Typique. Non, alors pas du tout. Si le malade ne fait pas de douleur typique et si tu n'as que ce ressaut-là, moi, qu'est-ce que je fais? Quand je commençais, quand tu vas équilibrer la tension, tu reviens faire l'écho d'effort dans 6 mois. Et 6 mois plus tard, j'avais plus rien. Quand c'est l'HTA qui est responsable. Le BBG, il y a de l'aspect. Et donc, ça va être très difficile quand tu as une probabilité pré-test avec un malade qui est, مثلا, les endo, tabagique. Moi, j'ai eu, il y a 3 jours, un malade qui m'a fait ça, qui était hypertendu, diabétique, hérédité coronaire. Personnalité publique très importante. جلسته وقلت له لا سيونس كتقول ما خصكش دير لا كورو ولكن انت اخويا سير دير لا كورو حيت فيك المشاكل. قلت له انت عنده il est personnalité publique stressé عنده les facteurs de risque باه مات à 50 ans mort subite انا مالي اتسنسفيني درت له test d'effort négatif. قلت il existe, j'ai pas écrit qu'il y avait une ischémie parce que lui il va pas avoir de problème avec la CNOPS, vous imaginez bien. حيت la CNOPS كتقول لا رسو سيبتال كتقول لك سير عاود تلقى الاسكيمي. هو ما عندوش هذا المشكل. كتبت retard de contraction, il avait effectivement cet aspect-là à la fois parce que c'est ça le problème, il avait cet aspect dès l'état de base. C'est ça ce que vous allez voir في le BBG. هو ما كانش عنده le BBG en vrai, mais il avait cet aspect. هاد le ressou il شفتو il l'avait déjà à l'état de base هاد المريض. وهاد le ressou كيكون عندهم des fois حتى في l'apical inférieur. وشنو قلنا apical inférieur plus apical septal c'est un territoire de l'IVA2. Donc مثلا هاد المريض هذا il n'est pas diabétique ما دارليش l'effort ما حركش le CG عنده الغوصو غير في السبتال غنقول له الله يعاونك سالينا. même malade femme hypertendue ما دارت لي لا بلوك بني طلعت لي التونسيون وصلنا حتى 100% de la FMT elle a pas dégradé ailleurs غنقول له الله يعاونك. patient ما عندوش البي بي جي diabétique بحال المريض ديالي hérédité hypertension دار لي هاد لو روسو غنقول له سير دير لا كور. j'aurais pu قلت له حيت لا طونسيون طلعت له pardon j'ai oublié de dire il a fait un pic à 23 symptomatique وحبست. je suis allée à 86% de la FMT قلت له عندنا l'option تمشي تقد لا طونسيون وترجع دابا 6 mois. عنده البرلمان كل سيمانه انا نمشي انا قلت له ولا دير لا كور وقال لي ندير لا كور. قلت له باش تعرف الا مشيتي لفرنسا يقدروا ما يديروها لكش. mais voilà on reste moi je vous dis زعما la vraie vie. Maintenant, en parlant de ce BBG, comment on va faire pour différencier avec une ischémie sur le territoire de l'IVA? D'accord? Vous avez déjà
Un indice. Le malade, déjà, il avait une ATL, une angioplastie de l'IVA 6 mois avant. Donc, est-ce qu'il avait déjà ça avant? Peut-être que, voilà, peut-être qu'il avait déjà un petit peu de séquelles. Mais, on a l'impression... Oula. Alors, typiquement la réponse biphasique parce que la là, se contracter la phase 2. Ouais, je suis pas tellement d'accord que ça soit biphasique parce que en fait ici elle s'épaissit. Tu as juste le ressaut qui s'accentue entre le basal, c'est un ressaut. Typiquement. Alors, mais le ressaut ne te dérange pas parce que c'est le ressaut qui est très parlant. Chaud. Si l'aspect en S, ouais le ressaut chaud, je qui دايرها شي واحد لو اس فلاغون. Alors, ce qu'on طلبوا لي واحد الحاجه عند هذا المريض، شنو طلبوا لي؟ دابور بعدا انا قلت لكم ليكو دي فور تحبسات 66% دوك راه كاين اون اسكيم ما حبسنا 66 ما علينا ما يطلبوا لي شي حاجه دابا شفتوا هاد لاسبي كيس كيل فو فير شنو لا سول استوس اللي عندكم في البي بي جي في ليكو دي فور لا سول استوس سي لا دو كافيتي حيت لا باروا انتيريور ني با افيكتي بار لا سينكرونيزم شنو دار هاد المريض en deux cavités regardez ce qu'il a fait au pic. Ah, il a dégradé complètement l'apicale antérieure. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le premier malade, l'apicale antérieure est normale en cas de BBG. Mais عندكم داك le ressaut. Donc انا باش غنحكم alors par contre pardon si vous avez une deux caves ما بيناش laissez tomber. حيت انا تيقولوا لي هذا تنقول لهم سكي في البي بي جي حيت كاين اللي ما كيبغيش يدير كاع ليكو ديفور البي بي جي تنقول لهم شوفوا لا دو كاف كانت مقاده نتوكلوا على الله. Vous voyez que la de Gave ici, c'était flagrant. Il a dégradé sur l'apicale antérieure de manière flagrante. Et donc ça, c'est un patient qui avait une IVA. Maintenant, la dobu, et je reviens sur la dobu. La sensibilité, spécificité, regardez sur la CX, la sensibilité est catastrophique. Elle est, la CX مغطية بالبيلي, ou le VG qui تشد, mais ça تبانش le pic de la dobu. Déjà, l'effort, c'est pas mal, mais la dobu ما كتبانش. Par contre, la dobu est pas mal pour l'IVA et pas mal pour la droite. Maintenant, on voit le cas de ce malade. Alors, je ne l'ai le pic. C'est le mouvement que je vous ai dit tout à l'heure. Exactement. C'est le mouvement de latéralisation de l'apex. Alors, c'est la rotation de l'apex, mais elle est en fait, c'est un effet de tethering. En fait, l'apex tourne parce que مجرور parce que هاد البلاصه akinétique. C'est pour ça que كيدور كيتجر. Donc ملي يبان لكم هاد الموفمون نتوما عاد بديتو ستريس قولوا الله je vais aller regarder ce que fait la paroi latérale. D'accord? Donc ça en fait c'était Eric Abergel et Chauvel qui avaient découvert et ils ont appelé ça Chaubert. Abergel Ber pour Abergel et Chau pour Chauvel et c'est le diagnostic du déplacement horizontal latéral de l'apex. Alors, voilà un autre exemple où c'est un peu plus flagrant. Parce que le malade, il est écogène par rapport à l'autre. Choufou la paroi antérolatérale. Et là, on voit qu'elle est hypo. Il est parce que le malade n'est pas très écogène. Ranchouf a le mouvement. Je suis l'apex qui dit comme ça. Vous avez vu? Donc, je voudrais que vous reteniez ce mouvement pour améliorer notre sensibilité dans le territoire de la CX. D'ailleurs, regardez, le segment qui ne s'épaissit pas. Shona, il est quasiment akinétique. Ah ben moi, je touche à rien. C'est tout seul. Hein. Alors, on a tous, quand on commence à faire de l'effort, ou même après, même 10 ans après, on a tous ce genre de cas. C'est quoi ce genre de cas? Au repos cinétique plutôt normal. Et ici, vous voyez qu'il y a une dégradation qui est franche. Là. Regardez la paroi antérieure. Ah oui, on dirait un taco, effectivement. Et là, c'est une dame qui a souffert, qui a su se décaler à l'ECG. On a arrêté l'examen à 65%. Quand on l'arrête précocement, c'est que l'ischémie, elle est étendue. Coronormal. تعيط لك صاحبك يقول لك au fait ديك المريضة قلتي لي ischémie étendue, seuil ischémique parce que quand le seuil ischémique est faible à 65%, ça veut dire que بدات dégrader من الأول. وأنت كتبتي écoro à faire en urgence, seuil ischémique faible. La coro est normale. Donc زعما tu n'as pas bien fait ton travail. Alors sachez que des études de la Mayo Clinique ont prouvé que même quand on a une ischémie au-delà de 5 segments, dans 8% des cas, c'est une coro normale. Et pourquoi? C'est pas parce que c'est des gens qui n'ont rien, c'est parce que c'est des gens qui sont ischémiques sur la microcirculation. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Le test d'effort ou la coro, non.
حيت هاد المريضه غنعطيها ستاتين غنعطيها البيتا بلوكون سي سي بلوتو هذا غنعطيها l'inhibiteur calcique si c'est spastique. Donc c'est des malades qui ont un pronostic qui est plus réservé parce qu'ils font de l'ischémie que la population normale. On le sait, les ANOCA, INOCA, ils ont un pronostic. Et là, il y a tout un paragraphe dans les recommandations. Donc, si vous avez un test d'effort franchement positif, on parle pas des fois qui connaissent deux segments. Quand des fois j'ai des doutes, qu'on dit entre parenthèses. Par exemple, ischémie sur 2 segments du territoire de l'IVA2 ou retard de contraction, et je mets entre parenthèses sténose coronaire ou atteinte de la microcirculation, point d'interrogation. Quand c'est bqalo, باش الا ما بقى والو ما يقوليش au fait, حتى هو يقول واقيلا كاينه la microcirculation. D'accord? Donc, les malades, on peut renforcer leur traitement médical. On peut peut-être voir si elle a fait un épisode aigu et ça peut être un Takotsubo. D'accord? HDMI qui تحرك بوحدو. ما عرفتش مالو. Je sais pas ce qui se passe en fait. Je touche à rien. Attends, je sors et je reviens. Wesh هي. Ah, c'est lui ou c'est lui? C'est le câble. Alors je sais pas, il faut qu'il nous. Attends, je le remets peut-être. نديرو داكشي على غرامير كتقول لك ملي يطفى حيد البريز. Alors donc c'est pas quelque chose, c'est pas que vous fabulez, c'est vraiment que c'est des patients qui ont de la microcirculation ou une autre cause. Alors c'était trop long, hein. Je vous aurais mis la viabilité, c'était trop long. Par contre, je vous ai mis un cas. باش ما نطولش عليكم بزاف بقينا un cas de bilan pré-op et un cas d'insuffisance cardiaque à effet préservé. علاش parce que je trouve vraiment que les tests diastoliques sont très très intéressants. Je ne fais pas payer aux malades ملي كيكون شي مريض مستعلم مخيب dyspnée والبي بي نيجاتيف ومشاو جا عند البنومو ça vous arrive مشاو داروا التيست والريسبيراتور والسكانير ترجع عندك كيقول لك بنومو قال لي سي كاردياك وانت ما لقيتي ما دير شنو كندير دي فوا كنقول لهم كونسلطاسيون في لا سال دي كوت ستريس ونشد بالساروت كوم سا المريض يبي با كنقول له طلع غير بوحدي كيدير ان باليي كنشوف بريسيون دو رامبليساج repos effort كيطلع البريبير صافي جي مون دياغنوستيك insuffisance cardiaque effet préservé je commence mon inhibiteur GLT2 لا اله الا الله على اي donc ce patient là et ça c'est la grosse problématique ديال les bilans d'évaluation préopératoire qui font partie quand même de pas mal de pourcentage de notre consultation. Donc ce patient-là, 76 ans, pré-op de chirurgie vésicule biliaire. Donc normalement, c'est une chirurgie à risque intermédiaire. Malheureusement, elle est microlithiasique. Donc vous savez, ça veut dire que c'est assez urgent. Le malade جا عندك tabagique, dyslipidémique, insuffisance rénale modérée, il fait une bloc pnée d'effort typique. Mlizti avec les facteurs de risque dialo, etc. Probabilité pré-test 32%. Ce qu'on te demande avant d'évaluer un patient pour le bilan préopératoire, c'est la capacité fonctionnelle. Ils partent de la logique que si c'est une chirurgie à risque faible, comme une cataracte, que le malade fait 3 étages sans problème, que son ECG est normal, qu'il ne fait même pas l'échographie. Très bien. On a eu la chance, heureusement, qu'il avait une probabilité pré-test plutôt élevée, intermédiaire, et qu'il avait des efforts limités. Ça veut dire que je ne peux pas répondre par rapport à la capacité fonctionnelle. L'écho de repos, comme vous l'avez vu, donc là, c'est l'image de repos, elle est plutôt normale. On est d'accord? Il y a là 2 caves au repos. D'accord? Ah là là, c'est emmerdant. Je ne sais pas pourquoi le HDMI dialome, il danse comme ça. Et en plus, ça nous empêche de voir l'écran. Bon, attends. Je repars. Hop, et je reviens. Donc, on a les boucles de repos, d'accord? Donc nous, normalement, si on suit les recommandations, ce patient, il n'aurait pas vraiment, moi, je dis que tu fais un test d'ischémie, si tu as une anomalie à l'écho, si tu as une chirurgie à risque élevé, etc. On est parti du principe que c'est un patient qui avait des efforts limités, donc je ne sais pas vraiment sa capacité fonctionnelle, mais il va pouvoir supporter la chirurgie avec une symptomatologie à l'effort. Donc, on a fait le choix de le faire pédaler. Alors, regardez ce qui se passe. Premier palier. On n'est pas allé au-delà du premier palier. Qu'est-ce qui se passe? Rotation. Akinésie de l'apex. Akinésie apicale septale. Premier palier à Shabab. Même la paroi antérolatérale.
شو كي دايروا alors premier palier هنايا paroi antérieure bravo SCP 6 mois شوفوا par rapport شوفوا c'est flagrant quand même alors quand j'ai la paroi latérale ou la paroi antérieure ou l'apex au segment adjacent ça fait quoi هادشي نشوفوا ce que ça fait elle comme le reste donc sous la paroi inférolatérale d'accord on a comme le petit axe elles sont plus petites mais quand même ملي تشوفوا le VG qui كبر au lieu de se rétrécir et ce mouvement de rotation dont parle souvent Eric واش داك اللي قلت لكم قبيلاتي le petit axe qui tourne ها هو le petit axe qui tourne il y a بالكم غير le petit axe qui tourne allez voir les autres ce qui va pas وهنايا apex segment adjacent etc d'accord donc j'ai répondu premier palier ou dans une douleur typique j'ai répondu ischémie étendue IVA marginale avec seuil bas tronc commun شوفوا المريض qu'on allait emmener la chirurgie. Donc voilà, moi j'ai participé à la relecture des recommandations et c'est vrai que pour des soucis économiques, on ne peut pas faire pédaler tout le monde. Mais moi j'ai dans ces recommandations, j'ai posé la question de ces patients-là avec des probabilités élevées. Pour moi, s'arrêter à l'ECG est quand même un petit peu léger. Donc, en gros, quand vous avez un patient qui est déjà symptomatique, d'accord, avec des facteurs de risque, faites le pédale. Je n'aurais rien. 2000 dirhams à déco d'effort au privé, c'est mieux que de passer à côté de ça. هاد المريض داز من لا سال ديالي لا سال كاتي كنا في لا ليغ على ليبوك نعس داك النهار شيروجي ما بقى داك الساعات كتبان لنا لا فيزيكول لا حتى شي حاجه تري بيان ها ah oui il y avait le tronc ouais là tu touches le malade déjà la coro il leur a fait une TV il a fait un bas débit elle غير éjectao le malade là tu y vas sur la pointe des pieds كتقول يا ربي السلام donc on passe à un autre registre vous savez très bien ce qu'est la définition de l'insuffisance cardiaque il faut préserver. Moi, je veux juste vous parler des tests diastoliques qui rendent beaucoup service et qui vraiment ne coûtent rien du tout. Ça prend 3-4 minutes à comme ça. Donc, on sait que dans la définition, on a une IFE qui est inservée, des symptômes. J'insiste sur les symptômes. Maintenant, هضروش على هادشي ما كانش المريض dyspnéique. مريض dyspnéique avec écho normal, souvent مشاجع عند البلومو دار la dyspnée كاينه avec ou sans BNP élevé. Parce que comme les qui connaissent les BNP élevés, ça va, on est tranquille. Avec ou sans BNP élevé, il faut que vous ayez des anomalies fonctionnelles, à savoir évaluation des pressions de remplissage. Le problème est, ou bien sûr la définition, la physiopathe, l'élévation c'est soit au repos, soit à l'effort. احنا كنشوفوا donc l'intérêt le test d'effort dans ce contexte. Comment ces patients arrivent jusqu'à nous pour qu'on ne les rate plus? Soit juste une séance d'écho حتى المريض dyspnéique, tu le notes. قيد motif malade dyspnéique. باش ترد بالك دير un malade dyspnéique, je fais toutes les mesures ديال les pressions de remplissage. C'est-à-dire il a كانوا indéterminé ما غنكتبش indéterminé المرض راجع pour dyspnée. Indéterminé غندير durée de l'onde apulmonaire, durée de l'onde amitrale غندير DTI. Là la pente le temps de décélération le TDE غندير كلشي pour essayer d'avoir le maximum d'arguments pour dire que les pressions de remplissage sont élevées. Si c'est en consultation, c'est des malades qui ont le profil de les comorbidités. Un peu d'HTA, un peu de FA, un peu d'œdème, un peu de syndrome d'apnée du sommeil, qui ont un peu d'insuffisance rénale, de l'anémie et qui sont dyspnéiques. Le maître symptôme, c'est la dyspnée. Sinon, les patients hospitalisés, on y pense plus de toute façon. Mais parfois, si tu hospitalises le malade, poussée de FA, تيخرج sans diagnostic, شنو كنقولوا IVG sur poussée de FA. Malade stabilisé, الله يعاون. Il sort sans inhibiteur GLT2. Il redécompense 2 mois plus tard. Alors que la poussée de FA, c'est un profil peut-être. Il a fait une insuffisance cardiaque avec FA. Donc, نمشي نقلب على les pressions de remplissage et l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Et c'est dit que ce soit les Américains, les Européens, en plus des scores dialo, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire. Obèse, hypertendu, vous n'avez pas le besoin, le score كديرو بوحدك. Obèse, hypertendu, FA, âgé, typiquement âgé avec dyspnée. Obèse, ça fait je commence à penser à l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Je fais l'écho avec les tests que vous connaissez qu'on va survoler d'abord. Mais l'écho est indéterminé, rendousse le test diastolique avec l'écho d'effort,
dont on vient de parler. D'accord? Donc, cas clinique. On dit une dame, dyspnéique. D'accord? Bien sûr, donc ça va de soi. On va commencer par ça. Marida dyspnéique avec FE normal. Je vous donne son E, il est à 7, son E prime latéral est à 7. Déjà, ça doit commencer à m'embêter. Il est à moins de 8. D'accord? Ça, le E prime septal d'Yala, il est bas. J'ai une oreillette à 29 en volume. C'est quoi à 29? C'est le cuteuf ou pas le cuteuf? 34. En cas de FA, ça doit être un peu plus. Chez les hommes et les femmes, c'est un peu différent. 34 la femme, 36 l'homme. On retient 34. Donc là, j'ai une oreillette gauche qui, en volume, n'atteint pas les critères. J'ai une Vmax-dité qui me prédit une probabilité intermédiaire. C'est pas normal chez quelqu'un de dyspnéique d'avoir 2.8. Marida, elle a la soixantaine. Donc 2.8, c'est anormal. Et j'ai un E sur E' qui va pas être normal. Qui va être, voilà, j'ai 11 ici et j'ai 10,5 ou la chalendina, oui, bref. J'ai entre 10 et 11. Donc, si je fais mon fameux machin, etc., je vais être sur une probabilité intermédiaire. Et ça arrive très souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va rajouter des paramètres. Là, la durée de l'onde amitrale, regardez, qui est très courte. Ça se voit. Alors que la durée de l'onde apulmonaire, elle est à 170. Elle est plus importante de 20 millisecondes. Bon, je suis pas au-delà de 30, parce que quand je suis au-delà de 30, ça veut dire que les PTDVG, le seul paramètre qui étudie les PTDVG et pas la POG, c'est la différence amitrale apulmonaire. Donc, si j'avais 30 millisecondes, je serais sûre et certaine qu'elle a des PTDVG élevés. Et les PTDVG s'élèvent avant la POG. Donc, c'est très intéressant chez les patients dyspnéiques. Donc, comme j'ai un TDE qui est à 290, qui est pas court, mais que j'ai un paramètre qui est plutôt positif, je reste dans l'intermédiaire. Je suis à 50-50. Et typiquement, chez ces patients, eh ben, je vais aller faire un test diastolique. C'est quoi le test diastolique? C'est très très simple. Le test diastolique, le mred, avant qu'il pédale, d'accord? Vous regardez son E et E'. D'accord? Et vous regardez à 25 watts, maximum à 50 LH. Et au-delà de 50, ça va fusionner. Donc, aslan, ça sert à rien. Au-delà de 110, ça fusionne. 110, عندكم هنا شحال 2 minutes فهاد البالي و 2 هي 4 دقائق. 4 دقائق. هذا, il va augmenter et هذا, il est censé augmenter aussi. Alors, si celui-là baisse alors que celui-là augmente, vous allez avoir un E sur E' au-delà de 15. Avec le 2.8 à l'effort, هاد المريضة كان déjà عندنا 2.8. Et par contre, il faut que le E' au repos latéral soit inférieur à 8 ou septal. Et si j'ai ces trois paramètres, je peux dire que j'ai des pressions de remplissage élevées, d'accord, à l'effort. Donc, le malade a dit non. Elle a fait ça à l'effort. D'accord? Le E' latéral a baissé à 5, alors que le E est monté à 12. Donc, vous voyez ce que donne le E sur E'. Et l'IT est passé à 3,5, premier palier. Donc, on a une dysfonction diastolique. D'accord? Est-ce que c'est suffisant pour parler d'HPF? Est-ce que là, on fait le compte rendu d'écho, maladie dyspnéique, dysfonction diastolique? Non. Non, parce que si je dis ça, que je réponds ça au médecin qui me l'a adressé, je réponds pas à la question et je prive la malade d'un traitement qui améliore le pronostic. D'accord? Donc là, quand on a eu des signes et des symptômes, plus une FEVG au-delà de 50, que j'ai prouvé l'augmentation des pressions de remplissage, on est déjà devant la suspicion d'HPF et voir la confirmation. LH, le score d'Yali, que j'applique tous les scores chez cette malade, et bien chez cette malade, on a dépassé les 6 points. D'accord? Donc chez cette malade, j'ai rempli le diagnostic, déjà tous les critères de diagnostic d'une insuffisance cardiaque à effet préservé. Donc, هاد المريضة فاش غندير le compte rendu, غندير échographie avec le test d'effort. Je vais dire échographie de repos pouvant évoquer une insuffisance cardiaque à effet préservé, plus test d'effort diastolique اللي زادني les points ديالي, ما نحسبش انا كاع les points. مريضة عندها dyspnée وعندها PRVG intermédiaire au repos qui s'élève à l'effort, c'est لا ما نحسب انا كاع داك الشيء راه باين. هاد المريضة je la traite. C'est l'elfien. D'accord? Passons à la pratique après une petite pause. Merci pour votre attention. Ça va? C'était long, je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Marhaba. Moi, je